deux des trois segments de notre émission de ce soir à un entretien que nous a accordé il y a quelque temps, nul autre que Alice Roby. Parce que la série qui vient de s'achever vous aura appris ou rappelé que notre première star du Québec, notre première ambassadrice dans le monde du showbiz international, était une fille de Québec, qu'elle dit encore préférée à toutes les villes du monde. Madame Roby nous a accordé un entretien, parfois drôle, parfois fort émouvant, tellement que nous avons choisi de vous le présenter à l'intégrale ou presque. Et puisque la série levait le voile sur les conditions qui prévalaient dans les hôpitaux psychiatriques au cours des années 40 et 50, nous vous présentons ce soir des témoignages de médecins qui nous diront si oui ou non la série reflétait bien la réalité d'alors. À tout de suite. Pour une bonne partie du vaste public qui a suivi semaine après semaine au cours du mois de novembre la série portant sur la carrière d'Alice Roby, c'était le rappel très bien présenté d'une carrière dont les hauts et les tristes bas n'ont laissé personne indifférent au Québec, tellement ce drame humain s'est déroulé au vu et au su de tout le monde. Mais pour une bonne partie de l'auditoire également, c'était tout simplement la découverte de la vie extraordinaire d'une femme chez qui la réalité l'a parfois emporté sur n'importe quelle fiction. Cette belle dame de 72 ans fait désormais partie de la légende du showbiz québécois. S'il y avait un temple de la renommée, elle y aurait sa plaque, son monument bien mérité. Mais les légendes s'entourent de voile et nous avions peut-être oublié quelle grande artiste elle a été. Qu'avant les Diane Dufresne ou Céline Dion, elle a été une étoile au firmament international alors que le monde n'était en rien le village global qu'il est devenu aujourd'hui. Et nous avions peut-être surtout oublié combien elle a souffert, entre autres, d'être internée ici, dans ce qui s'appelait l'hôpital Saint-Michel-Archange, pendant 5 ans, pour y subir des électrochocs à froid et une lobotomie. Est-ce que je peux vous dire en ouverture d'entretien avec vous que je suis très content de vous avoir avec moi? Ah oui, oui. Moi, je vais vous dire que j'ai été très touché par la série. Vous avez été touché par la série. Je veux savoir si vous l'avez été. Moi, j'ai été touchée. J'ai été touchée. J'avais peur de regarder la série, vous savez. Pourquoi? Ben, c'est ma vie, Monsieur Charon. C'est ma vie, Claude. Et puis, enfin, dans mon temps, on avait un amant, puis on était condamnés comme étant des mauvaises filles, des mauvaises femmes, des mauvais garçons. Mais aujourd'hui, c'est permis. Mais dans mon temps, c'était pas permis. Puis j'ai vécu des grands amours, moi, puis on l'a vu dans la série. J'avais peur que le public le prenne mal. Et puisque vous en parlez, là, une intrigue. Lequel de ces hommes-là vous avez aimé le plus aujourd'hui quand vous regardez ça? Je crois que c'est... J'aimerais pas en parler longtemps. Un petit peu quand même. Très bien. Allez-y. Parce que je m'ennuie beaucoup d'Olivier, mais on n'a jamais triché, vous savez. On n'a pas triché. Olivier, c'est moi, je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. Lui, s'est marié avec quelqu'un d'autre. Et puis, on n'a pas triché. Mais on s'est aimé longtemps, longtemps, longtemps. Le comédien François Lécuyer l'incarne très bien, hein? Mais c'est extraordinaire qu'il faut féliciter François Lécuyer. Mais quand tu fais le sketch 3 heures du matin... Oui. Moi, j'ai revu Olivier à ce moment-là. C'est incroyable, formidable. Par contre, il y en a d'autres qui disent que le grand amour de votre vie, je suis content que vous me disiez que Ils ce soit... disent que c'est Lucio, hein? Oui. C'est pas le même amour. C'est l'amour de la musique, l'amour de la carrière, l'amour de... C'est ça, je faisais une grande carrière, alors c'était pas la même chose. Tandis qu'Olivier, c'était de l'amour. Mais vous aviez un faible pour les hommes mariés. C'est mon problème. Ben, jamais de la vie. Je savais même pas qu'il était marié, Olivier, puis l'autre était supposé être divorcé. Ben, jamais de la vie, là, vous m'accusez faussement. Non. Vous avez mal regardé la série sur ma vie. Non, j'ai bien regardé, mais dans la série, ce n'est pas dit que vous l'ignoriez totalement. Oui, je savais que Lucio était marié, mais qu'il était divorcé. Mais c'était faux ce qu'il m'avait dit. Mais évidemment, il y avait tellement de belle musique avec Lucio. Il était tellement beau, Lucio. Et puis, en fin de compte, il me dirigeait tellement bien dans ma carrière. Et puis, j'étais aussi envoûtée par le grand succès de ma carrière aussi. C'est l'envoûtement. Ouais. À un moment, la série laisse nettement l'impression que votre carrière l'emportait sur l'amour.
Et à un c'est autre vrai, moment, mais c'est on vrai. sent que la perte de l'amour vous détruit totalement. Non, c'est pas la perte de l'amour, c'est la nécessité de l'amour. Parce que moi, je suis une femme qui avait besoin d'un homme pour vivre. Comprenez, pour vivre, être heureuse, pour produire tout le talent que le bon Dieu m'avait donné. Ça me prenait de l'amour personnel, ça me prenait un homme, vous comprenez? Tout le temps. Tout le temps. Ben, Hein? tout le temps, pas tout le temps, mais ça m'en prenait un dans ma vie. Oui. Et la famille? La famille Ah, qui ben, la restait, famille. bon, la famille qui était à l'origine de votre Imaginez. carrière. Votre père était très important dans l'origine de votre carrière, on l'a vu. J'aurais voulu tout vivre en même temps. Rester avec ma famille et aller faire le tour du monde. Ça n'a pas de sens. Je ne pouvais pas amener tout le monde avec moi faire le tour du monde. Hein? Parce que quand je suis arrivée au Théâtre National, vous l'avez vu, je l'ai dit à Mme Roosevelt, je ne serai pas ici longtemps au Théâtre National. J'avais pas tout à fait 13 ans à ce moment-là. Parce que j'ai dit, je m'en vais faire le tour du monde. Voilà, c'est tout. Vous le saviez déjà? Oui. Mais d'où était parti ça, Mme Roby? C'était parti que d'où? Une petite fille de Québec qui décide dans les années 1930 Oui. ou 40, au début des années 40, je m'en vais à Hollywood. C'est parce que, monsieur, la province de Québec, à ce moment-là, était sur le secours direct. Peu de gens travaillaient, mais ceux qui travaillaient gagnaient presque rien. Mon père était pompier, puis gagnait 12 piastres par semaine. Sapeur-pompier, imaginez donc. Alors là, on n'était rien, puis nous autres, on restait dans la paroisse Saint-Sauveur à Québec. Et puis avec tout le talent que j'avais, moi, je vais rester dans la paroisse Saint-Sauveur à Québec, puis je vais mourir là, à rien faire. Non, non. Ça, c'est devenu clair dans votre tête, Alice. Qu'on n'était pas né pour un petit pain dans la province de Québec, qu'il y avait des gens qui avaient du talent dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle affaire, là, que j'emploie pas les bons mots, je le sais, mais les gens me comprennent ce que je veux dire. À 12 ans, 13 ans, c'était clair. À 12 ans, c'était clair dans ma tête, parce que j'ai pas eu d'enfance, alors j'ai vieilli très vite. J'ai pas eu d'enfance. Moi, j'ai commencé à travailler à 4 ans et 7 mois, monsieur, au Théâtre Capitole en 1928. Le commanderiez-vous ça des parents aujourd'hui? Non. Non, pourquoi? J'ai été malade aussi. J'aurais peut-être pas été malade à ce point-là si j'avais joué. Parlez-moi un petit peu de votre frère Gérard. Vous me posez des questions, monsieur, vous êtes extraordinaire, mais c'est dur à répondre. Mon petit frère Gérard est mort en 1948. Puis j'aurais pas voulu qu'il meure, j'aurais voulu qu'il revienne. Je voulais l'amener à la clinique Maillot. Mais ça m'a aidé, mon petit frère Gérard, sa maladie, dans un sens. Je voulais tellement le faire soigner que je voulais faire de l'argent pour mon petit frère Gérard, tu sais. Alors, je travaillais, je pratiquais. Je voulais avoir des meilleures chansons, des meilleurs costumes. J'apprenais la danse, j'apprenais la musique, j'apprenais l'art dramatique. Parce que je voulais faire de l'argent, je voulais faire soigner Gérard à la clinique Maillot aux États-Unis. Mais pourquoi vous l'aimiez tant que ça, votre petit frère? Parce que je le voyais souffrir, mon petit frère. Quand on voit souffrir les gens, on devient plus généreux, on devient plus compréhensif. Je le voyais souffrir. Puis il voulait s'épanouir, puis il était tellement fait, il riait quand même. Il ne se lamentait pas, tu sais, il se plaignait pas. Mais il a souffert le martyr, mon petit frère, par exemple. Mais il est mort à 18 ans et 7 mois, et 8 mois, mon petit frère. Il y a une chose que tout le Québec, je pense, a découvert, c'est la grande star que vous avez été. Ah oui. Et il y a des gens qui disent, vous savez, vous connaissez l'expression, le succès nous monte à la tête. Oh non, il y a moi, des ça gens ne qui monte pas à la disent, tête. il y a des gens qui disent et qui ont dit que la maladie qui vous a frappé par la suite, qui a obligé, ça on va en parler dans un instant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'était la gloire qui vous avait monté à la tête. Oh, mais c'est pas ça du tout. Alors dites-moi ce que c'est. C'est la fatigue de tous les impresarios et tout le monde qui faisait une fortune avec moi à ce moment-là. J'étais belle, vous savez. Jeannette Bertrand l'a dit dans son interview. Elle dit, vous étiez taillée au couteau, mais c'est vrai. J'étais belle, j'avais du talent, j'étais travaillante, et puis je donnais au public ce que le public voulait avoir. J'étais créatrice aussi. Je commençais des styles, des genres que les gens n'avaient pas encore produits au public. Alors, j'avais tout ça. Alors, on me faisait travailler, monsieur. Je ne mangeais pas presque jamais à l'heure. Je dormais quelques heures. J'étais toujours rendue chez le photographe ou chez le coiffeur, le maquilleur, chez l'habilleur, le couturier. J'avais jamais le temps. J'avais des réceptions partout. Consentant? Sociales. Consentant? C'était de la fatigue.
Mais vous étiez consentante de cet horaire ou alors vous le faisiez de reculons, comme on dit? On ne peut pas être consentante de cet horaire. Il faut suivre la machine. Vous étiez dans une machine, là. On est dans une machine à un moment donné, et puis ça roule, ça roule, ça roule, puis ça ne peut pas arrêter là, puis recommencer à rouler après. Parce que le moment que ça roule, ça arrête de rouler. Oh, c'est très dangereux. Il faut que ça continue à rouler. Alors, moi, j'ai continué, puis là, je voyageais par le monde. J'ai fait dans 4 ans ce qu'on pourrait faire à peu près, mettre 10 ans, par exemple, pour faire 31 pays. Ouais. Alors, moi, je l'ai fait dans 4 ans, tout en chantant à pleine voix, avec toute mon âme, puis en travaillant, puis en voyageant. Écoutez, c'était trop. Peux-tu vous poser une question sur toute cette année-là? Mais je regrette rien, par exemple. Je veux savoir une chose sur laquelle la série m'a laissé sur mon appétit. Étiez-vous heureuse? Oui, il y a des moments où j'étais heureuse. Il y a des moments que je voudrais pas laisser tomber, que si ma vie recommençait, là, je voudrais pas laisser tomber. Londres, Paris, Acapulco. Ah! Puis les gens m'aimaient. Le Québec m'aime beaucoup, le public québécois. Mais je faisais revivre le Québec là-bas. Je le faisais vivre parce qu'on ne le connaissait pas à ce moment-là. Je faisais vivre, je leur parlais de Québec. Puis j'appelais Québec parce que les gens se demandaient où c'était. Parce que c'était au début de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Et puis j'ai fait vivre les gens du Québec à l'étranger. J'ai été nommée ambassadrice par le pays ici, le Canada. Et puis, c'était une gloire, c'est une certaine gloire. C'est beau, la gloire, c'est bon. Mais ça ne m'a pas monté à la tête, c'est pas vrai, pas du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Alice? Non, ce qui est arrivé, c'est la fatigue. J'ai eu un accident d'automobile. J'étais fatiguée, je m'en allais chanter à l'extérieur de Los Angeles. Je ne savais pas conduire tellement bien, j'avais pris quelques leçons, puis j'étais assez à l'aise, je faisais des gros salaires, j'arrivais de l'Amérique du Sud, du Mexique et de l'Europe. Et puis je m'en vais m'installer au Knickerbocker Hotel à Hollywood, c'est pas n'importe quoi, à Los Angeles. Et puis voilà, je pars avec l'auto, puis j'ai une vanne qui s'en vient sur moi, vous savez, une grosse vanne. J'ai voulu l'éviter, puis j'ai frappé un arbre. Alors, je me suis blessée, je me suis brisé le crâne. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, puis on m'a amené à l'hôpital à Los Angeles, on m'a trouvé sur la route. Et puis là, à ce moment-là, ben, après je faisais justement mon test pour mon essai à Metro-Goldwyn-Mayer, à MGM. Et puis j'ai continué l'essai après la sortie de l'hôpital, puis je perdais connaissance partout. Alors, M. Ralph Espire a décidé de me faire examiner à nouveau par un spécialiste, puis qui a dit... Elle a un caillot au cerveau. Il s'est formé un caillot au cerveau. Alors, on m'a renvoyé ici à Warder Penfield, qui était le meilleur médecin du monde, qui était à Montréal. Alors, on m'a renvoyé par jet, pas par jet, mais par avion, ici, à Montréal, pour me faire soigner. C'est ça qui est arrivé. Et puis, j'étais un petit peu perdue, oui, de fatigue, oui, mais j'avais une grosse peine d'amour aussi. J'avais été délaissée par Lucio. Au Mexique. Parce que vous l'aviez trompé. Je ne l'ai pas trompé. C'est ce que la série disait. Mais c'est pas vrai. Je vais l'embrasser, Guillermo, mais je n'ai pas trompé Lucio. Ah, OK. Oh, ben vos accusations, là, monsieur. J'en reviens bien. Je n'ai pas, j'insiste que je n'ai pas trompé Lucio. Okay, s'il est encore vivant, je veux qu'il sache bien que je ne l'ai pas trompé. Mais dites-moi une chose, Alice. Je trouve ça... J'aurais peut-être dû le tromper, par exemple. Ah oui? Dites-moi, ces années de gloire au Québec, ça vous a quand même, d'un autre côté, amené des gens à être contre vous. Contre moi. Qui? Je pense que je m'autant pas parler de ça parce que tous ceux qui étaient contre moi dans ces années-là et qui sont vivants aujourd'hui ou qui ont une progéniture qui vit en ce moment sont redevenus des amis. Ils sont redevenus des amis? Ils se sont aperçus que c'est pas vrai, que ça m'a jamais enflé la tête. C'est toute cette gloire-là que j'ai connue. Vous savez, ça pouvait pas m'enfler la tête. J'ai tellement travaillé pour arriver au sommet. J'ai tellement tombé vite. Je suis tombée direct dans l'enfer de mes 5 années passées dans un asile d'aliénés. Aujourd'hui, quand vous y pensez, qui est responsable de ça, que vous vous soyez trouvé dans un asile psychiatrique? Il y a quelqu'un qui a dit un jour que vous aviez tenté de vous suicider. Oh!
C'est ridicule. Je pense que si j'avais tenté de me suicider, je me serais pas manqué. À ce point-là, oui. J'ai pas tenté de me suicider. Comment avez-vous... J'ai eu un accident d'automobile. Je n'ai pas tenté de me suicider. C'est faux, c'est très, très mal pensé. Qui est responsable de votre internement à un moment de votre carrière où vous étiez au sommet de votre gloire? Je ne sais pas. Je le saurai peut-être un jour. J'espère le savoir avant de mourir. Je le sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait interner. Vous savez, on m'a endormi ici au sanatorium Prévost avec un électrochoc, puis je me suis réveillée à Saint-Michel-Archange. J'ai pas vu le voyage. Mais vous avez cru un moment que vous alliez rester le reste de vos jours. Ah, moi, je voulais mourir tout de suite parce que j'aurais pas pu rester là le reste de mes jours. Il n'y a que votre père qui vous visitait? Non, mon père est venu une seule fois. Une seule fois pour 20 minutes environ. Peut-être 30 minutes, Mais j'ai été entourée des religieuses à ce moment-là qui faisaient partie du personnel de l'hôpital. Et puis, il y avait aussi les infirmiers qui appelaient, mais ce n'était pas des infirmiers d'aujourd'hui, c'était des gardiens qu'on appelait les infirmiers. Et puis, j'avais tout ça autour de moi. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas se voir. J'ai demandé à papa, vous avez vu, j'ai demandé, sors-moi d'ici, papa, parce que je vais devenir complètement folle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas. Parce qu'il croyait les médecins? Non, c'est parce qu'il n'y avait pas le droit. J'étais rentrée, c'était final. C'est ça que je ne peux pas comprendre. Quand tu rentrais à l'hôpital, tu ne pouvais pas sortir la plupart du temps. À cette époque-là, tu rentrais à l'hôpital psychiatrique et tu n'en sortais pas. Tu étais opéré. Et il y en avait plusieurs qui étaient enterrés dans le terrain commun en arrière de l'hôpital. On te mettait à l'hôpital. On appelait ça enfermer les gens. On les envoyait à l'hôpital psychiatrique, puis on les oubliait là. Avez-vous eu conscience à un moment donné que ça allait durer éternellement? Oh oui, à un moment donné, dans ma cellule, à l'hôpital, j'ai pensé que c'était la fin. Puis j'ai prié Dieu, parce que j'étais réellement redevenue avec Jésus. Il habitait dans ma cellule, Jésus, croyez-moi. Et puis, j'ai demandé de me laisser mourir sur la table d'opération. Vous avez souhaité ça? Oui. Puis quand on m'a réveillée, puis que j'avais tout le bandage sur le cerveau, là, tout ça, sur le crâne, j'ai dit, est-ce que je suis vivante? Alors voilà, je suis contente aujourd'hui d'être vivante puis d'avoir vécu à cette opération-là, parce que j'ai été la première lobotomie réussie. Hein? Puis la lobotomie, ça vaut rien. Hein? C'est pas utile à personne, ça. Mais il y en a qui préconisent de réinstaurer la lobotomie. Risquer la vie des gens pour ça. Quand vous repensez à ça aujourd'hui, donc quoi, on est presque 40 ans plus tard, plus que ça. C'est incroyable. 40... je suis sortie en 52, ça fait combien d'années, là? 43 ans, bientôt 44. Imagine donc. Vous étiez pas au monde, vous, là? Oui, madame, oui, j'étais au monde. Ah, bon. J'allais même à l'école. Oui? Ah, ben bon, t'es divine. Mais quand vous pensez à ça, puis vous avez suivi quand même, Alice, l'évolution des soins psychiatriques. Est-ce que vous vous sentez bien avec ma main entre vos deux mains? Oui, oui, tout à fait. J'ai fait ça tout naturellement, je me sens bien de même. Oui, savez-vous que c'est chaud? quand vous pensez aujourd'hui à l'évolution des soins psychiatriques... Ah, c'est incroyable. C'est le jour et la nuit par rapport à ce que vous avez vu. Ça a évolué, oui. Ah, ça a évolué. Au moins, ils peuvent recevoir des gens qui s'occupent d'eux autres. Puis quand on donne l'espoir à un psychiatrisé, qu'on a besoin de lui à l'extérieur de l'hôpital, tu sais, qui est encore capable de faire quelque chose, là, dans la vie, là, et puis qu'on a besoin de lui, puis on veut qu'il sorte, puis qu'on l'attend les bras ouverts à l'extérieur, il va guérir 2 fois plus vite. Mais dans mon temps, on faisait pas ça. On les laissait là, puis c'était... Alors, on n'avait pas... Les cellules ne régénéraient pas parce que les cellules vivantes mouraient. Parce qu'on savait qu'on n'était pas demandé à l'extérieur, qu'on n'était pas bien vu. Vous comprenez? C'est pour ça que vous avez fondé la fondation qui porte... Alice Roby, oui. La Fondation pour la santé mentale, c'est ça.
Vous rappelez-vous des soirs où vous étiez là-dedans, puis que vous pensiez aux palmiers d'Acapulco? Oh! Je pensais à ça. J'ai revu ça, puis écoute, il y a vous même... y pensiez? Savez-vous, Monsieur Charon, Claude, ils ont même fait jouer mes disques dans les corridors, puis j'étais en cellule. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai crié, faites pas jouer ça. Vous me rendez 2 fois plus malheureuse, 2 fois plus malade. Ils me faisaient jouer mes disques à l'hôpital. Alors, ils ont arrêté, ils ont été gentils. Je n'ai plus entendu mes disques, ma voix, le temps que j'étais là. Vous sentiez-vous malade? Sentiez-vous Absolument pas. Je me sentais déprimée, oui. Mais vous savez qu'une dépression, Monsieur Charon, Claude, c'est pas de la folie, une dépression. Tout le monde peut faire des dépressions, puis des graves dépressions, sans être fou, puis sans être mental. Pourquoi qu'on m'a amené là? J'étais très riche à ce moment-là aussi. Et quand je suis sortie, j'avais plus rien non plus. Hein? Puis c'est pas mes parents qui ont pris mon argent. Plutôt vos avocats, peut-être. Oui. Une part, oui. Vous faisiez 150 000 $ par année dans les années 40. Aujourd'hui, pour être honnête, il faudrait dire 1,5 million, 2 millions. Hein? Peut-être, oui. Hein? Ça m'intéressait. Et quand vous êtes sorti de l'hôpital, il vous restait à peu près 50 pièces. Oh, pas tout à fait. Pas tout à fait 50. J'ai été obligée d'emprunter 5 piastres à mon père pour faire le voyage, revenir à Montréal, pour venir chanter ici. Parce qu'il fallait que je reprenne ma carrière tout de suite. Sans ça, j'aurais pas pu chanter. Avant qu'on parle de ça. J'aurais pas pu remonter sur les planches. Dites-moi pourquoi vous avez choisi, après un temps de repos auprès de votre famille, de remonter sur scène, de refaire le métier, de rechanter. C'est un défi. Alice Roby lançait un défi à Alice Roby. Vous comprenez? Je ne peux pas faire le travail que j'ai fait depuis l'âge de 4 ans et puis monter au sommet. Et surtout qu'on n'était pas connus ici au Québec, que personne sortait du Québec ici pour aller faire le tour du monde dans ce temps-là. Voyons donc. On n'était pas connus, on était des gens avec des plumes sur la tête et c'est tout ici. On était reconnus comme ça à l'étranger. Alors, tu ne pouvais pas laisser une Alice Roby qui avait tant travaillé, puis tant voulu devenir quelqu'un, tant voulu faire connaître le peuple québécois, rester en arrière des barreaux comme ça, d'une cellule à l'hôpital. Quand je suis sortie, j'ai dit, je vais essayer de recommencer. Avec l'encouragement de votre père? De mon père. Mon père dit, lui, je vais être mon père a toujours été celui qui a été capable de la meilleure chanteuse, puis qu'est-ce qui est l'homme le plus fort du pays, c'est papa, puis qui est la meilleure chanteuse, c'est Alice, hein? Un petit peu trop, peut-être? Un petit peu trop, oui. Peut-être. Non, je pense pas que ce soit trop, réellement. Hein? Vous n'avez pas pris trop jeune un peu pour vous pousser sur la scène, puis... C'était parce que c'était obligatoire. On avait besoin d'argent pour vivre. Vous savez qu'on peut faire bien des choses quand on a besoin de manger, hein? Puis de payer le loyer, puis de faire soigner le petit bébé. Puis, hein? Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait pas de ces choses-là. Il fallait que ça rapporte. Il fallait que ça rapporte un peu. C'est pourquoi il y avait tant de gens qui étaient illettrés. Et puis qu'il fallait travailler manuellement pour gagner notre vie. C'est une autre époque. Ah oui, absolument. Je vais vous dire honnêtement, c'est ce que la partie Hollywood et Acapulco, j'ai pas connu ça. Mais votre courageuse remontée après, ça, moi, je l'ai Est-ce que je peux demander aux gens de la province de Québec, à tous ceux qui nous regardent, Monsieur Charon, de donner une chance à quelqu'un qui sort de l'hôpital psychiatrique, puis qui est guéri, et puis qui veut refaire sa vie. Moi, on m'a traité de mental. J'essayais de retourner sur la scène. J'ai dû chanter dans des clubs de 3e ordre pour pouvoir reprendre ma carrière. C'est incroyable. J'étais au sommet de la gloire, moi, avant de rentrer à l'hôpital. Et puis, c'était très humiliant. Je suis allée quand même parce que je suis une artiste, une chanteuse qui veut continuer sa carrière. On me traitait la mentale. Qu'est-ce que tu chantes à soir, la folle, là? On vous a dit ça? On me disait ça dans l'audience. Tu sais, c'est quelque chose, ça. J'étais pour leur dire, je répondais pas, mais j'étais pour leur dire que les gens qui étaient à l'hôpital, qu'on appelait les fous, c'était pas des fous avant qu'ils rentrent à l'hôpital. C'était des gens comme eux. Puis peut-être qu'eux-mêmes, ils vont se ramasser à l'hôpital un jour, mais je l'ai pas dit. J'ai dit, vous savez, moi, Alice Roby, j'ai peut-être été psychiatrisée à l'hôpital des fous. Mais j'ai dit aujourd'hui, j'ai des papiers pour prouver que je suis saine d'esprit. Ils sont signés par les meilleurs spécialistes du pays.
J'ai dit, moi, je peux vous montrer mes papiers. J'ai dit, êtes-vous capable de me montrer les vôtres? J'étais dans les journaux le lendemain. J'ai dit, est-ce que j'aurais dû le dire? Ben, je ne regrette pas de l'avoir dit. Parce que on peut devenir fou n'importe quand. Hein. N'importe qui peut le devenir. Mais le préjugé, là, ça, c'est ceux, disons, ceux qui ne savent pas vivre et qui vous ont insulté. Mais il y a ceux qui ne vous le disent pas en pleine face puis qui, au fond, ont le même préjugé. Hein? Mais ces gens-là qui ont fait ça dans ce temps-là sont mes amis aujourd'hui. Puis ils m'applaudissent, ils viennent m'applaudir, puis ils sont tellement fiers de voir que j'ai réussi quand même. Mais à l'époque, ils ne vous le disaient pas tout de même en pleine face. C'était de l'ignorance, monsieur. C'était pas de la méchanceté, c'était de l'ignorance. C'était de l'ignorance. Il y a une grande différence entre l'ignorance et la méchanceté. Hein? Moi, quand je me rends compte du long chemin, du dur chemin que vous avez parcouru, de vous savoir sur la scène de la Place des Arts la semaine prochaine. Oh, la Place des Arts que j'ai tant voulu faire moi-même, le concert d'Alice Robbie. À la Place des Arts. Mais ça arrive, mais Wilfrid Pelletier, en plus. La salle Wilfrid Pelletier. Oui. La belle salle Wilfrid Pelletier, le 9 décembre. Hein, le 9 décembre. Alors, il va y avoir Tico Tico. Oh, il va tout être là. Mais j'ai accepté que j'ai aussi 4 ou 5 chansons des nouvelles compositions québécoises. Vous savez, je tiens beaucoup à la chanson québécoise, moi, Alice Robbie. Alors, il va y avoir 5 chansons québécoises que je vais créer ce même soir-là. J'en ai une de Raymond Lévesque. De Raymond Lévesque. Elle est belle, monsieur, elle est belle. Et puis, je vais la chanter. Raymond va être là aussi. Ça veut dire que vous avez encore toute l'énergie pour occuper une scène. Oui, oui, puis la grande scène, c'est prêt. C'est grand, ça, là. C'est grand pas mal. Puis les billets sont déjà en vente à la salle Wilfrid Pelletier, le concert. Puis il y a aussi la billetterie qui dit ça, qu'on fait acheter ça. Vous êtes admirable. Puis je vais avoir Vic Vogel avec le Big Band. Vic Vogel, c'est quelque chose. Allez-vous pleurer dans votre loge après? Ben, je pleure tout le temps après. Je suis hypersensible. On peut-tu aller vous porter des fleurs? Ben, ça se peut, oui. Vous en méritez. Après l'entrevue que vous venez de me Il va y avoir Dino Clavet aussi avec moi. Il va y avoir les danseurs de John Kelly. Oh, ça va être beau, ça va être beau. Ça, c'est le 9. Allez-vous venir le 9? On va vous inviter à le 9. Ben, si vous m'invitez, 9 décembre. Ça sera pas non, dans 5 jours, ça. Si vous m'invitez, je vais y aller. Et que j'ai été plein de choses. Prévoyez-vous une tournée? Oui, ils ont prévu ça, oui. Acapulco, Londres, Paris? Oui, je pense que oui. Je vais revoir ces beaux pays que j'aime tant. Alice, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci infiniment. Oh, vous êtes gentil, merci. Si, comme téléspectateur intéressé, je peux émettre un dernier commentaire sur cette série qui nous a ravis, je dirais que je regrette qu'elle ait été aussi courte et qu'elle se soit achevée à un moment où la vie d'Alice Robbie n'était qu'heure de découragement, de désespoir sans nom, où elle ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Parce que la suite est encore plus belle et profondément admirable. Lorsqu'elle est sortie de cet enfer de souffrance, elle a voulu reprendre son métier avec courage, détermination, avec du chien comme il n'en est donné qu'au plus grand des artistes. Et elle l'a fait, et le fait encore, pour un public parfois moins nombreux, mais plus humain, dans des conditions plus humbles, mais plus tendres. Chère Alice, toujours belle comme un cœur. Une des réalités d'autrefois que la série portant sur la vie d'Alice Robbie nous aura permis de remettre en évidence, à la surprise des plus jeunes d'entre nous peut-être, c'est celle des hôpitaux psychiatriques des années 40 et 50, les asiles comme on les appelait alors. Si je vous dis tout de suite que la série n'exagérait en rien la réalité triste et pénible qu'on trouvait dans ces grands corridors d'hôpitaux, alors certains s'en trouveront peut-être scandalisés. Le prochain reportage vous met en contact avec des faits surprenants qui nous permettent au moins un peu de comprendre pourquoi il en était ainsi. Par exemple, à Montréal, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, aujourd'hui Louis-Hippolyte Lafontaine, il y avait en 1950 6200 malades et à peine une dizaine de psychiatres. On préférait donc les méthodes de contention comme les camisoles de force, les enfermements en cellules, l'administration de très forts tranquillisants. Il y a un médecin qui vous dira lui-même, on ne savait pas ce qui se passait dans la tête des aliénés. C'est comme si la science n'avait pas encore pénétré les hôpitaux. Et quand les malades devenaient trop agités, on avait des méthodes encore plus fortes. Au fond, les hôpitaux psychiatriques étaient comme des immenses garderies. Mon
on sort, on rentre, on sort. 2 jours, 4 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Plus de barreaux après les vitres. On le mettait là, comme dans les entrepôts. C'était des entrepôts pour des malades et on le tenait en vie. Ça, c'était à peu près tout. On essayait au hasard des thérapies au hasard, mais pas rien qui était sur des bases scientifiques solides. Les familles ne visitaient pas beaucoup les malades. Et les familles, dans bien des cas, étaient contentes d'oublier les malades. Comme partout dans le monde à l'époque, l'état de la psychiatrie au Québec était pitoyable. Les asiles, comme on les appelait, étaient bondés. Les connaissances étaient limitées, les traitements aussi, quand ils n'étaient pas carrément dangereux. Avec les traitements de choc ou la lobotomie, on avait de temps en temps des bons résultats. Alors, c'était mieux que rien. Mais je vois encore ces cas-là qui n'ont pas réussi. Et ce sont comme des robots, des zombies. Le docteur Heinz Lehmann est un des grands noms de la psychiatrie contemporaine. Maintenant âgé de 84 ans, il avoue que l'ignorance de l'époque a mené à des traitements qui révoltent aujourd'hui. Jusqu'à 1936-37, on commençait d'avoir des traitements de choc d'insuline. On devait l'insuline délibérément d'une dose très, très haute pour délibérément produire un coma. Alors, le patient restait dans le coma pour quelques heures et après, on leur donnait des injections de sucre pour les réveiller. Quelquefois, c'était un traitement assez dangereux. Quelquefois, on ne pouvait plus les réveiller ou ils se réveillaient et ils restaient endommagés dans le cerveau. Alors... Est-ce qu'il y a eu des cas de décès comme ça? Ah oui, certainement. Les électrochocs. Les électrochocs sont arrivés, ça a commencé pour les saisir au début par des convulsions déclenchées par des produits chimiques qui étaient des injections de câble, de métrazole. Et ensuite, ça a été produit par les chocs électriques. Mais au début, les techniques n'étaient pas tout à fait ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, les électrochocs, le choc, était une crise d'épilepsie. Et pourquoi on déclenchait une crise d'épilepsie? Parce qu'il semblait que l'épilepsie s'opposait à la schizophrénie et la schizophrénie s'opposait à l'épilepsie. On s'est dit, bien, si les deux maladies s'opposent, peut-être que ça peut nous aider au point de vue thérapeutique. Le docteur Fernand Côté a 79 ans. Il compte 50 ans de pratique comme psychiatre. Directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu dans les années 50, le docteur Côté avait déjà, à l'époque, une approche humaine à l'égard de ses patients. Je me suis toujours demandé comment se faisait que les patients acceptaient de prendre un électrochoc. Il fallait donc que la douleur morale de la dépression soit extrêmement forte pour accepter un traitement qui faisait déjà peur. Par contre, ils l'acceptaient. Et quand il y avait les premiers traitements, il les prenait avec, pas avec plaisir, mais avec calme, sérénité. Résignation? Oui, peut-être, oui. Pour bien saisir, pour pardonner peut-être des méthodes qui peuvent paraître barbares, il faut se replonger dans le contexte du Québec des années 40 et 50. Les hôpitaux psychiatriques, tels Saint-Michel-Archange à Québec et Saint-Jean-de-Dieu à Montréal, étaient alors de véritables villes. Saint-Jean-de-Dieu comptait 6200 patients, mais seulement une dizaine de médecins, un psychologue et une travailleuse sociale, en plus de religieuses infirmières. Les traitements inefficaces, la société qui rejetait le malade mental et le surpeuplement des institutions, tout cela contribuait largement à une triste réalité. Certains malades étaient oubliés. Les psychiatres, dans bien des cas, ne voyaient les patients que 2 fois par année, ou 1 fois par mois, au meilleur, dans le meilleur des cas, sauf encore une fois, quelques salles qui étaient plus en avant. Si vous aviez le malheur d'être envoyé en arrière, vous étiez vraiment oublié.
Et pour vous donner une idée de la négligence que l'État manifestait envers le malade psychiatrique, dans un hôpital général, l'État payait 30 $ par jour. C'était le per diem, 30 $ par jour. Dans l'hôpital psychiatrique, l'État ne payait que 2,75 $. Alors, il y avait un décalage considérable. Parce que, justement, on pensait que le malade qui entrait là, pour 80% d'entre eux, n'allait pas en ressortir. Malgré ce qu'en disent les psychiatres qui pratiquaient autrefois, le docteur Lazure est d'avis qu'il était plus facile de faire entrer un patient à l'asile que de l'en faire sortir. 2 psychiatres contrôlaient toutes les admissions des malades psychiatriques. Alors, ces 2 médecins psychiatres, c'est eux qui décidaient sur la foi de certificat médical apporté ou envoyé par le médecin de famille. C'est eux qui décidaient si le patient allait être admis ou non. Et deuxièmement, s'il était admis, c'était automatiquement un patient en cure fermée. C'est-à-dire qu'à l'admission, il était privé de ses droits. Il était automatiquement placé sous la curatelle publique. Donc, c'était relativement facile si ces 2 personnes-là avaient le moindrement tendance à ne pas prendre de chance, puis au moindre symptôme sur papier, ah oui, il est assez malade, il est dangereux, donc on l'interne. L'expression, c'était l'internement. Alors, il était interné. Ça reflétait aussi, jusqu'à un certain point, l'ignorance de la société, et ça reflétait les préjugés de la société à l'égard du malade mental. On utilisait les connaissances du temps, et ça faisait déjà un siècle, avec Esquiral et Pinel, qu'on essayait de traiter ces malades-là comme des personnes humaines. Cependant, l'absence de connaissances, l'absence d'explication des causes a engendré un immobilisme. Il n'y a pas beaucoup de progrès qui se faisait. C'est pour ça qu'on entend parler parfois des traitements qui ont eu plus ou moins de succès. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils pensaient? Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'était tout ce qu'on connaissait dans le temps. Cette absence de connaissances, doublée d'une volonté de faire avancer la science, a amené la médecine à se tourner autour de 1945 vers une nouveauté, la lobotomie. Lors d'une intervention chirurgicale, des fibres du cerveau étaient sectionnées afin de neutraliser le malade. Entre 1945 et 1955, on estime qu'environ 50 000 lobotomies ont été pratiquées en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on dirait une épidémie de lobotomie qui était faite partout. Aujourd'hui, on le regrette parce que seulement après 10 ans, on voyait que les résultats n'étaient pas aussi bons qu'on avait pensé. J'aime pas ça dormir. Je fais toujours des cauchemars, puis je rêve de mourir à chaque fois. Je vois du feu, je vois des bébites, puis je vois des affaires. Puis ils me gorogent dans l'eau, puis ils me gorogent dans le feu. Dans ce temps-là, on le faisait plutôt pour la schizophrénie, pour n'importe quoi, pour la dépression aussi. Bien, si on ne réussissait pas, c'était ou rien, ou souvent le syndrome de lobotomie. C'était une apathie. Ces gens ne faisaient rien. Ils étaient intéressés dans rien. Ils étaient quelquefois pires qu'avant. Ils étaient plus calmes, mais pas aussi bien. À ce temps-là, on entrait, une méthode n'était pas entrer avec quelque chose comme ces instruments qu'on a pour casser la glace. Ça s'appelle, comment cette chose-là, un ice pick? Un pic à glace? Un pic à la glace. Quelque chose comme ça, qu'on entrait ici, après qu'on avait donné un traitement de choc électrique. Alors le patient était inconscient. Pendant ce temps-là, on poussait ça sans voir ce qu'on faisait, et on tournait ça dans le cerveau. Au début, à Saint-Jean-de-Dieu, quand je suis arrivé, on faisait des lobotomies chez les malades qui étaient déjà très malades. Des schizophrènes à longue évolution, chronique, mais qui avaient des problèmes d'agitation très aigus. Alors, c'était assez curieux parce qu'on pouvait diminuer l'agitation,
Mais ça ne changeait pas les idées délirantes, ça ne changeait pas les associations. On dirait que l'émotion qui accompagnait ces idées délirantes, ces délires, ces hallucinations, était atténuée. Le cas, par exemple, d'Alice Roby, qui a été Oui. lobotomisée, est-ce qu'elle était considérée comme un cas très grave? Et puis... J'ai pas connu Mme Roby, malheureusement. Je regrette beaucoup pour elle qu'elle a été malade à ce moment-là. Parce que c'était le moment où on utilisait ces thérapies avec beaucoup d'espoir, mais peut-être avec des théories assez empiriques. On faisait la lobotomie, malheureusement aussi bien et aussi tôt ici que dans les États-Unis. Mais dans les États-Unis et en Europe, c'était la même chose. On ne savait pas quoi faire. Pourquoi les lobotomies ont cessé? C'est parce que la technique des électrochocs s'est améliorée, parce que les psychotropes sont arrivés, les neuroleptiques sont arrivés, et puis en passe aussi que les antidépresseurs sont arrivés. Aujourd'hui, tout le monde pense des drogues pour guérir, pour soulager. Les antidépresseurs contre la dépression, les anxiolytiques contre l'anxiété, les antipsychotiques contre les psychoses. À ce temps-là, tout s'était rêvé en couleur. Ça n'existait pas, rien n'existait. Tout ce qu'on avait, quelques sédatifs, des hypnotiques, des somnifères et des injections pour calmer les gens qui étaient très agités. C'était tout. Tous ces médicaments-là qui ont aidé à diminuer l'agitation, à changer, si vous voulez, l'image de l'hôpital psychiatrique, sont arrivés dans les années 50. Mais il faudra tout de même attendre à 1961 pour qu'à la suite de la parution du livre « Les fous crient au secours », écrit par un patient de Saint-Jean-de-Dieu, soit tenue une vaste enquête publique qui mena à la libération de plus de la moitié de tous les internés du Québec. Ils étaient 10 000. Le traitement par électrochoc pour soigner des dépressions nerveuses, maniaco-dépression, certains cas de schizophrénie, non seulement n'est pas périmé au Québec, mais il se pratique de plus en plus. 5700 quelques séances d'électrochoc en 93, c'était 3800 en 87. Et tout simplement parce que le traitement est jugé de plus en plus efficace. Dans 85% des cas, nous a dit un directeur de département de psychiatrie. Mais aujourd'hui, c'est sous anesthésie générale. Le patient est oxygéné. On lui administre un relaxant musculaire pour éviter les plus terribles des convulsions. On suit seconde après seconde son rythme cardiaque, la pression, pour éviter des accidents qui sont d'ailleurs de moins en moins mortels. Il y a néanmoins des psychiatres qui disent qu'il y a plus que les effets secondaires comme la nausée, les maux de tête. Il peut y avoir des dommages irréversibles au cerveau. Ce qui a conduit l'Association américaine des psychiatres à formuler des recommandations très précises pour une utilisation remarquable de ce traitement. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, nous vous amenons